What's up guys, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui sur cet épisode, on a un invité spécial, Monsieur Denis Gallico, qui va nous parler de mindset, de résilience. Alors c'est parti! Avant qu'on commence, comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci étant dit, on est avec monsieur Roman. Avec monsieur Samuel Lévesque et notre invité spécial, monsieur Denis Gallico. Donc, Denis, écoute, on est super content de t'avoir sur l'épisode avec nous. Tu étais avec nous aussi au dernier événement où tu as fait vibrer les gens en parlant de mindset, d'immobilier, etc. Cet épisode, c'est pas sur l'immobilier, bien qu'on va en avoir un qui s'en vient avec toi. Cet épisode, ça va être plus pour te présenter puis parler justement un peu de mindset, résilience. Donc, je veux pas aller trop, je veux pas vendre le punch, mais est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui te connaissent pas et qui écoutent le podcast? Ben, merci Sam pour l'invitation, Roman pour l'invitation. Puis, moi, je m'appelle Denis Gallico. Je suis, vous comprenez, je pense l'accent, je viens pas d'ici. Je suis venu conquérir le Québec en 2013 avec un diplôme d'ingénieur qui m'a servi pendant 3 mois. Puis après, j'ai vu qu'au Québec, il y avait une énorme possibilité d'entrepreneuriat. Que tu pouvais ouvrir une compagnie en 3 heures quand en France, ça prenait 6 mois. Tu pouvais aller chercher une marge de crédit de 100 000 quand en France, tu peux avoir peut-être 3 000 ou 4 000 maximum. Et c'est là où j'ai commencé à créer des compagnies technologiques. C'est là où je me suis aussi intéressé après à la crypto. C'est là où je me suis intéressé à un paquet d'affaires. Puis après, je me suis focusé dans l'immobilier et l'investissement en général. Donc ça, c'est quelque chose que je te dirais commun. Et depuis peut-être 5, 6 ans, 7 ans, je me suis vraiment rendu compte que le mindset, c'était pas mal la fondation de tout ce que tu peux accomplir dans la vie. Que ce soit en crypto, en immobilier, que ce soit en famille, que ce soit en paquet... Tout ce que tu fais, la base commune, c'est le mindset. Tu vois, tous les entrepreneurs qui sont... n'importe quoi, en technologie, en agriculture, en des présidents, etc., tu vois que la base, elle est commune. Puis c'est là où j'ai commencé vraiment à me renseigner là-dessus, à comprendre tout ça. Et puis c'est là où je suis devenu un petit peu, je dirais, intense. Juste un peu. Juste un petit peu, mais je me suis lancé à chaque fois la recherche de moi-même, de sortir de ma zone de confort. Puis au final, la zone de confort, c'est très élastique. Donc au final, tu peux sortir de la zone de confort, puis après, ce n'est plus sortir de la zone de confort. Tu t'as créé une nouvelle zone de confort. Exactement. Et puis, donc voilà, c'est un petit peu... Mais justement, là, tu nous parles d'intensité, de zone de confort. Donc, tu nous parles de mindset. Puis, bon, tu nous as dit aussi que tu as vendu, que tu as été dans les compagnies de technologie. On sait aussi que maintenant que tu es dans l'immobilier, comme j'ai dit, on fera un épisode plus axé sur l'immobilier. Mais j'aimerais qu'on passe ce premier épisode pour un peu que tu partages ton histoire qui peut justement inspirer, motiver les gens. Parce que tu nous parles d'intensité, tu nous parles de sortir de sa zone de confort. So, j'aimerais que tu nous dises, toi, mon cher Denis, qui est assez intense et qui sort de ta zone de confort, parle-nous un petit peu de ton parcours. Je sais que tu cours beaucoup et tout ça, puis j'aimerais que tu nous partages ce parcours. Qui était Denis il y a 15 ans, 10 ans? Est-ce qu'il a toujours eu ce mindset-là? Puis sinon, qu'est-ce qui a amené cette évolution? Ça a été quoi ces points clés, tu vois, qui t'ont permis de te développer, puis peut-être qui va aider certaines personnes à débloquer quelque chose dans leur vie? Mais je te dirais que c'est sûr que c'est une évolution. C'est une évolution exponentielle. Ça ne grandit pas de la même façon au début qu'à la fin. Puis, on dit toujours que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Mes parents sont des intenses aussi. Tu sais, ma mère, elle a 74 ans, mon père 80 ans. Puis, ils ont fait un trek de 5 jours en randonnée, en autonomie complète. Donc, tu sais, c'est un petit peu ça. Ma mère, elle fait du yoga, de la peinture. Elle fait ça toute la journée. Donc, ils m'ont vraiment inculqué, je te dirais, le travailler fort. Travailler fort. Tout ce que tu fais, là, donne-toi à fond dans ce que tu fais. Puis, j'ai appliqué ce processus-là quand j'étais employé, quand j'étais entrepreneur, j'arrivais à 6 heures le matin, puis je repartais à 22 heures, puis je mettais l'effort. Là. Je mettais énormément d'efforts, puis pour moi, l'effort, c'était la récompense. C'est pas grave si t'as pas de diplôme, c'est pas grave si t'as pas toutes les caractéristiques, si t'es coachable
et que tu mets l'effort, tu réussiras dans la vie dans n'importe quel domaine. Hmm. Donc moi, c'est un petit peu ça, je te dirais, ce que m'ont légué mes parents. Puis après, je dirais, c'est plus par les formations. Tu traînes avec quelqu'un qui, tu vois, il réalise beaucoup plus que tous tes amis. Puis tu dis, c'est quoi cette affaire? Puis là, finalement, par exemple, il a fait une conférence de Tony Robbins, il a fait une conférence de Brent Cardone, il a lu tel livre, il a suivi David Goggins, etc. Puis là, tu commences à dire, mais attends, comment ça se fait? Il y en a un qui fait du 9 à 5 tous les jours. Puis il y en a un que je sais pas ce qu'il fait, mais il a 25 fois plus de résultats. Jim Rohn, il disait, là, you don't get paid by time, you get paid by value. Il y a des personnes qui vont travailler 40 heures, puis il y en a un qui va gagner 2 fois plus parce qu'il crée 2 fois plus de valeur. Ouais. Donc moi, c'est un petit peu ça que je suis parti là-dessus. Mais déjà, je veux que les gens notent quelque chose que tu as dit dès le début, que je pense pas que peut-être les gens, on peut skip, mais moi, je veux le ressortir. Tu as dit 2 choses maintenant. Tu as dit coachabilité et effort. Et je pense que juste ces 2 mots-là, les gens, ils devraient réécouter la petite partie que tu viens de dire. 2 points clés, coachabilité et effort. Puis c'est vraiment fort ce que tu dis par rapport à Jim Rohn parce que j'ai réécouté récemment. C'est triste parce que Jim Rohn, il n'y a pas beaucoup de choses sur YouTube et tout. Non. De son temps. C'est old school. C'est old school. Mais c'est tellement fort quand il dit ça. Tu sais, il dit, justement, tu te fais pas payer pour le temps ou tout ça que tu mets ou l'effort. Tu te fais payer pour la valeur que tu amènes dans le marketplace. Puis comme c'est pour ça que quelqu'un qui travaille au McDonald's, il disait quelqu'un qui travaille au McDonald's comme, écoute, c'est du travail difficile, mais je peux te former en 1 semaine. Il n'y a pas de valeur. N'importe qui peut amener cette valeur-là en 1 semaine. Et tandis qu'il disait un chirurgien qui fait des opérations au cœur, ben, c'est pas en 1 semaine que tu vas amener cette valeur-là. Et puis un sur le chirurgien, c'est super marketplace. simple. T'sais, un chirurgien, il va pas commencer. T'imagines? OK, je te donne un exemple. Imagine, tu allais dans un hôpital, puis que tu te faisais opérer, puis qu'après te faire opérer, il y a le chirurgien qui passait le balai, qui nettoyait les trucs, etc. Tu dirais quoi? Tu dirais, c'est de la merde cet hôpital? C'est n'importe quoi? Mais il y en a, ils font ça. Ils travaillent pas juste sur l'air force. La valeur qu'il apporte, c'est quand il a les mains dans le corps et qu'il fait ses bidules. Pas quand il passe le balai, pas quand il passe les trucs. Donc ça, c'est vraiment focusé sur quoi tu es payant et sur quoi tu amènes de la valeur. Donc, je pense en plus, la technologie, elle évolue tellement rapidement. La majorité des emplois se font remplacer par du AI et des robots en ce moment, comme des serveurs dans des restaurants qui sont des robots. Des gens, Tesla ont sorti leur nouveau robot que tu peux acheter pour 30 000. Ils sont là, ils peuvent nettoyer la maison, ils peuvent tout faire. Donc, je pense que la société va être obligée de devenir plus performante, plus intelligente et trouver comment rajouter plus de valeur sur le marché parce que cette valeur-là, qui est de base, est remplacée par du AI. Oui, mais il y a des choses qui sont rajoutées par le AI. Il y a 5 ans, tu pouvais pas avoir un kid de 17 ans qui faisait 100 000 $ en faisant des vidéos TikTok. Il y avait, l'AI a créé des nouveaux emplois, des nouvelles opportunités. Donc, c'est le cycle du marché. C'est comme si je te disais, quelqu'un qui remplit un train de charbon, ben, son poste, il est parti. Ouais, mais il y a un électricien qui est arrivé maintenant pour faire les... C'est pas vraiment que les emplois se perdent, c'est que les emplois se transforment et évoluent. Il faut que les gens soient capables d'évoluer. C'est comme là, récemment, Amazon, là, ils sont en train de vider leurs entrepôts, là. Un peu partout dans le monde, tout le monde qui travaille dans des entrepôts, ils se font vider parce qu'ils peuvent mettre des robots 24/7. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Plus j'en parlais avec Alanis récemment, j'étais comme, les gens vont dire, oh mon Dieu, les robots, ils enlèvent notre job. Non, les robots, ils créent une job maintenant. Au lieu de continuer à travailler dans l'entrepôt, apprends à réparer le robot. Ben, c'est ça. Add value, tu vois. Comme rajoute toujours plus de valeur. Puis je trouve que c'est super fort ce que tu es en train de partager. Mais avant qu'on parte dans cet angle-là... parce que là, on part parce que on parle un peu de tous les côtés. Mais avant qu'on parte dans cet angle-là, tu sais, de rajouter de la valeur, qu'est-ce qui, toi, justement, qu'est-ce qui t'a fait... Parce que je veux pas trop vendre le bout du film. Je veux que tu en parles. Tu m'as envoyé une vidéo absolument exceptionnelle de toi sur YouTube qui est super inspirante. Tu pourras dire aussi que les gens aient l'écouter. C'était super inspirant. Puis justement, comment tu as évolué dans ce mindset? Puis
comment tu fais maintenant pour continuer à être aussi intense? Je veux juste pas dire le mot, non, tu vois, mais je veux que tu écoute, nous regarde, parles de ça, en c'est fait, bon, incroyable, la vidéo à laquelle tu parles, en fait, à la base, pour moi, c'était pas, c'était juste la partager à mes amis. Je voulais me garder un souvenir. Le but de cette vidéo, en fait, j'explique, je mets le synopsis rapidement, c'est que je me suis lancé, tu sais, avec le COVID, etc. Je voulais reprendre le sport. J'avais vraiment focusé sur la carrière dans le passé. Puis je voulais vraiment reprendre le sport parce que ça sert à rien d'avoir 50 ans puis d'être dans une chaise roulante quand je vois mes parents qui ont 80 ans puis qui marchent 5 jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis vraiment... J'ai vraiment... Je suis vraiment tombé en amour avec l'ultra trail. L'ultra trail, c'est des courses de très longue durée en forêt où, au final, pendant longtemps, tu penses à pourquoi tu es là. Ouais, et en forêt, gars, c'est-à-dire ça monte, ça descend, il y a de la boue, il y a des racines. Ah Comme... ouais, c'est pas, c'est pas de la route. béton, Non, là, c'est pas de la route. Mais Des ours, des serpents. Ouais, c'est ça, des ours, des serpents. Il faut toujours que tu aies ton petit ours. Mais, anyway. Mais en gros, ce que ça te fait, c'est que ça te fait vraiment réfléchir longtemps à pourquoi tu fais ça. Parce qu'il y a plusieurs fois, et puis ça, c'est pareil dans la vie, il y a plusieurs fois où tu vas haïr ça à mourir, puis tu vas pas vouloir y aller. Tu vas pas vouloir te lever pour faire ton entraînement. Tu vas pas vouloir te lever pour aller courir 8 heures dans la forêt. Tu vas pas vouloir. Donc, il y a. Mais ça, c'est la vie. T'sais. Est-ce que tu peux dire aux gens ultra trail, c'est combien de kilomètres? Parce que là, tu nous dis 8 heures dans la forêt, mais je pense que les gens ne réalisent pas c'est quoi. Non, mais en fait, il y a plusieurs catégories. Maintenant, c'est comme. Il y en a, ils appellent des marathons de 30 km, mais la réalité, c'est qu'un marathon, c'est 42 km. Un ultra trail, alors, il y a des distances plus courtes que ça. Tu as des ultra trails de 5 km, ils appellent ça ultra trail de 5 km. Mais je te dirais, un ultra trail, souvent, ça commence à 80 km, puis ça peut aller jusqu'à 320 km, à peu près. 80 km, juste pour que vous vous donniez une idée, guys, c'est environ c'est presque le double d'un marathon. C'est le ça. double, Mais c'est deux en plus de ça- marathons dans la forêt. Et tu additionnes le dénivelé. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, 80 km plus 3500 mètres de dénivelé, donc monter, descendre, etc. 3500 mètres, en fait, juste pour te donner un exemple, c'est comme si tu multipliais par 10, donc tu rajoutais 35 km. Donc 80 km plus 3500 mètres de dénivelé, c'est comme si tu courais sur la route 115 km. Plat. Juste pour donner une idée, OK? Ben, c'est ça. Donc là, le dernier, le mini-documentaire que j'ai sorti, le 15 minutes, c'est justement, moi, je voulais me garder un souvenir parce que tu sais, quand tu pars en vacances, tu prends des photos, des trucs, des vidéos, tu as tout plein de souvenirs dans ton téléphone, mais quand tu cours pendant 24 heures, ben, tu n'as pas le goût, puis tu le fais pas. Donc, moi, je voulais vraiment me garder un souvenir comme un souvenir de vacances ou un souvenir d'épreuve, un souvenir de journey de cette étape-là. Donc, c'était le Harikana 125 km. Donc, 125 km, je crois que c'était 6000 mètres de dénivelé positif à peu près. Puis c'était dans la Malbaie. Puis j'ai fini la course en 24 heures. Mais donc 24 heures, c'est-à-dire que tu cours pendant 10 heures de nuit, là, avec une frontale, etc. Puis dans ce petit documentaire-là, tu as une partie mindset, tu as une partie why, tu as une partie entraînement, tu as une partie tout ça. Puis en faisant le pouce, et puis juste rapidement, si vous cherchez sur YouTube, Embrace the Suck. Donc embrasser la difficulté ou embrasser la douleur, ou prendre du plaisir dans la difficulté. Allez voir le documentaire. Embrace the Suck de Embrace the Suck, Denis Gallico. Mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que moi, je fais une grosse, puis j'en ai parlé hier dans une story, je fais une grosse différence entre la discipline et la motivation. Parce que la motivation, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement temporaire. Peut-être tu vas regarder Michael Jordan ou quoi que ce soit, tu vas être super excité, tu vas faire comme « Hey, je veux faire du basket » ou genre « Je veux faire des trucs, etc. » C'est un café. C'est un café. C'est un café, c'est très temporaire, alors que la discipline, pour moi, c'est quelque chose d'ultra durable. Et puis, plus tu es discipliné, en fait, c'est là où tu prends de l'avance, en fait, la réalité. Là. C'est que tu vas pas courir quand il fait beau, qu'il fait 25 degrés, puis que tu as les belles choses, puis que tu es bien et que tu te sens bien, etc. C'est quand tu as dormi 2 heures la nuit parce que tu as eu telle chose, tel problème, puis que dans ton programme d'entraînement, tu dois courir 45 minutes ou 1 heure. Puis tu sors, il fait moins 17, puis neige, puis tu vas pareil. Et ça, c'est la discipline. Puis la discipline va toujours vous amener beaucoup plus loin que la motivation. Parce que la discipline, elle va créer des habitudes. Puis c'est les habitudes qui vont changer votre vie. Puis est-ce que... c'est les habitudes qui vont changer votre vie, absolument. Est-ce que tu dirais aussi que la discipline... Moi, j'ai l'impression des fois que les gens, ils pensent qu'être discipliné, c'est être parfait. Et souvent, je dis, guys, être discipliné, c'est
justement, peut-être une journée, c'est vraiment dur, là. Tu es censé faire quelque chose pendant 2 heures, c'est vraiment difficile. Puis tu sais quoi, finalement, tu as juste réussi à faire 75 minutes, puis tu as donné ton meilleur 75 minutes que tu pouvais. Tu donnais à 100% dans ce 75 minutes. Même si tu devais t'entraîner 2 heures, il y a quelque chose qui s'est passé, tu t'es levé en retard, tu avais un meeting qui arrivait, puis tu es comme, j'ai juste 1 heure. Mais la plupart des gens vont dire, j'ai juste 1 heure, puis ils vont dire, ah, tant pis, je vais pas le faire. Tandis qu'il y a quelques personnes qui vont dire, j'ai juste 1 heure, je vais me détruire. Je vais faire le maximum dans cette heure-là. Et souvent, je le dis aux gens, tu sais, la discipline, c'est pas de donner... La discipline, c'est pas d'être à 100% tout le temps. La discipline, c'est pas d'être à 100% tout le temps. La discipline, c'est de donner son 100% tout le temps. Et de faire ce que tu sais que tu dois faire. Exactement. Tu sais que tu dois le faire, de le faire. Tu devais faire 1 heure, t'as pas le temps, tu fais 45 minutes, c'est toujours mieux que 0. C'est ça, c'est de donner ton 100% et le 100% va changer. Peut-être si on prendrait des verres d'eau, un jour ton 100% c'est là, puis l'autre jour ton 100% c'est là, puis l'autre jour ton 100% c'est là. Mais la discipline, c'est pas de donner la même chose tous les jours. C'est de faire les mêmes actions simples tous les jours pour progresser en donnant ton 100%. Ça nous est tous déjà arrivé autant dans le trading que dans l'investissement, que dans la business, que dans l'entraînement, que... Tu vas t'entraîner une fois, là, puis moi, je me souviens quand on faisait judo aussi avec Roman, tu sais, des fois, tu allais t'entraîner, puis tu faisais 2 heures de judo, puis tu finissais la session, puis tu comme, yo, t'es une brute aujourd'hui, tu vois, ou 2-3 heures. Puis des fois, tu faisais 40 minutes, puis après 40 minutes sur 2 heures, tu étais comme, pourquoi je suis là? So, la discipline, comme il a dit Denis, puis je pense que c'est important à comprendre, c'est de donner c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour progresser dans ces différentes choses, et de donner son 100%. Parce que j'ai réalisé que même moi, avant, et beaucoup de gens, on dirait que quand on ne peut pas faire quelque chose où notre horaire est détruit ou défait ou quelque chose comme ça, les gens finissent par pas le faire. Mais c'est ça la discipline. Même au niveau émotionnel, tu vas te sentir mieux. Imagine, tu dis, ah ben j'ai seulement 30 minutes. Il y a 2 types de personnes. Le premier type de personne annule son entraînement, puis il dit, ah ben j'ai seulement 30 minutes, ben j'y vais pas. Cette personne, émotionnellement, va se sentir mal aujourd'hui parce qu'il n'a pas pu avancer, il n'a pas pu progresser, il n'est pas content de sa journée. L'autre personne a dit, j'ai seulement 20 à 30 minutes, je vais y aller pareil, puis j'ai donné mon 100%. Alors, il va dire, bah, c'est correct, j'ai pas pu m'entraîner 1h15, mais je me sens quand même bien parce que j'ai quand même fait ce 20 Puis des fois, tu te sens encore mieux. Moi, ça m'est arrivé récemment, tu sais, là, je peux pas trop mentionner pour l'instant. En tout cas, on était en train de faire des trucs. Et c'était comme, j'arrivais à la maison comme 1h du matin environ, puis là, relevé à 5-6 heures, puis en tout cas, puis mon horaire était un peu chamboulé. Puis là, on avait un meeting avec les gars de l'académie, puis le meeting était à 10h30. Puis là, je regarde, puis il est 9h55. Puis moi, mon entraînement, c'est des entraînements de 45 minutes, 1 heure, mais intenses. Mon but, c'est pas de pendant 1 heure à... Tu sais, les gens qui s'entraînent pendant 1h30, mais c'est slow motion. Moi, c'est 45 minutes, mais il n'y a pas de pause. C'est des circuits, ça s'arrête pas. Ouais. Donc là, je suis comme, oh my God, c'est dans 30 minutes, mais j'ai besoin de au moins 45 minutes à 1 heure. Mais tu sais ce que j'ai dit, yo, je vais faire le truc le plus débile mental que je peux faire en 20 minutes. So, j'ai pris les exercices les plus durs du circuit, je les ai tous mis ensemble, puis j'ai fait un truc en 20-25 minutes, puis j'étais comme défoncé après les 25 minutes. Puis j'étais comme, waouh, ce 25 minutes était plus fort que mes 45 minutes d'habitude. C'est ça quand on parle de discipline, c'est de faire ce qu'on a à faire tous les jours, même si ça ne sera pas toujours la même chose. Puis tu sais, je peux faire du point là-dessus souvent, c'est que une phrase que je dis souvent, c'est que c'est jamais une question de temps, c'est toujours une question de priorité. Ouh. En fait, c'est que tu peux me citer... Enfin, je mets au défi, là. J'aime bien quand les gens ils interagissent, au pire, dans les podcasts, etc. Là. Mais de me citer une fois où ça n'a jamais été une question de... C'est une question de temps, mais pas une question de priorité. Moi, j'ai toujours dit, là, ça toujours... En fait, c'est très, très simple. Imaginons que je vais tirer l'élastique jusqu'au bout, là. Tu me dis, ben là, j'ai pas le temps d'aller au gym parce que, tu sais, le matin, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je les amène à la garderie, les trucs, etc. Nanana. Puis si je me lève... les excuses. Il va détruire vos excuses, hein, si je me lève, au lieu de me lever à 6 heures, si je me lève à 5 heures, je vais être fatigué dans la journée, et du coup, je vais être inefficace, etc. OK, mais est-ce que t'entraîner, c'est une priorité? Puis, alors, ça, c'est t'entraîner, c'est une priorité. En gros, c'est quoi ce que tu essaies de résoudre? Après, c'est d'aller plus loin. Mais si demain matin, je te dis, je kidnappe tes enfants et puis je te les rends pas tant que t'as pas été au gym, est-ce que la priorité a commencé à augmenter? Est-ce que tu vas trouver le temps? Est-ce que tu vas trouver le temps si je te dis je kidnappe tes enfants ou si je te dis je te licencie si tu fais pas ce travail-là pour demain? Tu vas trouver le temps pour le faire.
Mm. Tu sais ce que je veux dire? Donc, Tout c'est d'un toujours... coup, le temps apparaît. Mais non, c'est ça, c'est parce que ça monte dans les priorités. C'est qu'avant, c'est juste que c'était pas une priorité. Moi, ma priorité l'année dernière, c'était de participer au Arikana 125 km puis de le finir. C'était ma priorité. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai réduit le temps que je passais en immobilier, j'ai réduit le temps que je passais peut-être en famille, etc. Puis j'ai mis tout le monde à la page en leur disant, pour moi, c'est une priorité. Alors, c'était aussi une priorité que maintenant, je me lève à 4h15 du matin pour m'entraîner. Avant, et c'est aussi du temps que je veux passer en famille, donc je me lève à 4h15, je m'entraîne, je vais faire ma course, je vais faire mon truc, je vais aller au gym, je vais faire des trucs, etc. pour arriver avant que ma fille se réveille. Parce que c'est aussi une priorité d'être avec ma fille le matin. Mm. Tu comprends? Donc, je m'arrange. Donc, c'est jamais une question de temps. Mais par contre, le soir, ma femme, elle peut pas demander comment ça va. Là. À 9h15, je suis... Oublie-moi, là. Je suis un légume, là. OK? Donc, tu sais, elle est consciente que le matin, je m'occupe de ma fille, etc. Mais les conversations intelligentes, là, c'est pas après 9h là, ou pas après 10h le soir. Là. C'est dans la journée, c'est le matin, c'est le truc, etc. Donc, mais parce que c'était une priorité. Donc, c'est jamais... C'était moins un exemple ou c'est pas une... Ça, c'est important ce que tu es en train de dire. Je sais pas si vous réalisez, mais Denis, il a une femme, il a des enfants, c'est un entrepreneur, il fait des trails. C'est quand même important à mentionner parce que, tu sais, souvent, par exemple, moi, j'ai pas d'enfants, puis je vais dire, ouais, mais tu peux le faire avant les enfants. Puis là, comme, ouais, t'as pas d'enfants. Mais là, Denis, il en a, là. OK? Non, puis il y en a qui ont encore moins de temps que moi. Là. Il y en a, c'est mères monoparentales, etc. Elles trouvent le temps de s'entraîner, elles trouvent le temps de monter des entreprises, elles trouvent le... Tu sais, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mm. La question, c'est est-ce que c'est ta priorité? Si c'est ta priorité, tu vas faire de la place. Prenez l'exemple. Si je kidnappe tes enfants demain matin, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu vas faire la place? Est-ce que tu iras au gym? Et parfois, même quand tu es très occupé, ça te pousse plus à être productif. Ouais. J'ai réalisé ça quand on s'est lancé en entrepreneuriat, puis tout à coup, on n'avait plus notre 9 à 5, on n'avait plus cette responsabilité de travailler quelque part 40 heures semaine. On avait vraiment toutes les journées libres, genre 24 heures sur 7, on faisait nos entraînements et on était plus actif que productif. Donc, quand on avait une job à 40 heures semaine, on était plus productif que lorsqu'on avait le temps 24 heures sur 7. Pourquoi? Parce que tu as cette pression à dire, bah, j'ai seulement 1 heure pour m'entraîner ou j'ai seulement 1 heure pour apprendre X, Y, Z. Je vais aller à 100% pendant cette 1 heure-là. Exact, ouais. Tandis que quand tu as 5 heures, tu te dis, ah ben, j'ai encore 4 heures. Ah, non, mais ben, laisse-moi manger, ça, c'est un laisse-moi- super bon exemple parce que qui s'est souvent lancé dans un défi? Ah, défi 45 jours de patate, je lis des livres, je fais des trucs, etc. Puis j'en ai fait un paquet de défis, OK? Puis là, tu te dis, OK, là, il faut que je claque 2 entraînements dans la journée de 45 minutes, il faut que je lise, il faut que je prenne une douche froide, il faut que je fasse de la méditation, il faut que je fasse, etc. Puis là, tu aménages ton emploi du temps pour que ça fitte. Donc, tu sais, pour que ça fitte 2 heures à 2h45 d'exercice ou de bidule dans la journée. Puis là, le défi est fini. 90 jours après, défi fini, yeah, je l'ai réussi, etc. Mais là, tu l'as créé ce temps-là, 2h30. Puis les gens, des fois, ben là, le temps, il ramenuise et hop, c'est revenu au même rush d'avant, alors qu'ils avaient créé 2h30 d'espace. Là. Ils auraient pu réutiliser ces 2h30 pour continuer à lire, continuer à faire ci, continuer à faire ça, mais là, en fait, ils reviennent dans les habitudes initiales en disant « Ah, j'ai plus le temps », alors qu'ils avaient créé 2h30 dans leur emploi du temps par Puis jour. c'est quelque chose qu'on a vu souvent avec Roman, même des gens qui tradaient, investissaient. Puis, tu sais, après les bull runs ou de certains moments comme en 2019, après le bull run en 2020, différents moments qui ont été clés pour l'investissement en crypto ou même le trading, puisque tu peux mettre plein de longues ou plein de shorts quand ça corrigeait. Mais on a vu beaucoup de gens quitter leur emploi qui étaient avec nous. Et finalement, Roman, comme il a dit, mais vraiment des gens qui avaient 2-3 heures par jour, qui étaient en train de tout détruire en 2-3 heures, détruire, je le dis dans le bon sens, tout bien faire en 2-3 heures. Et dès qu'ils quittaient leur emploi, le résultat tombait parce que maintenant, ils faisaient moins. Ils étaient moins productifs en 8 heures que ce qu'ils étaient en productif. Et ça, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit une tâche prend le temps que tu lui alloues. Si tu t'alloues 3 heures pour faire quelque chose et que tu t'alloues 7 heures pour faire quelque chose, ben, tu vas mettre 7 heures pour faire la tâche. C'est pour ça qu'Elon Musk, il était aussi intense. Il disait, OK, je te donne 3 heures pour faire ce code-là, et puis là, tu dis, c'est impossible. T'sais, c'est comme ça qu'il a réussi à faire SpaceX, à faire Tesla, à révolutionner des industries. C'est parce qu'il donnait des budgets temps tellement ridicules que les gens ils disaient c'est impossible. Puis au pire, s'il le dépasse de 10%, ben, c'est toujours comme 50 fois mieux que le standard de l'industrie. Mais c'est le meilleur exemple, c'est combien de fois on a eu des gens qui viennent chez nous, ça arrivait, tout le monde qui t'appelle.
hey, finalement, je suis en route vers Montréal ou blablabla, je suis là dans 40 minutes, je passe te voir ou peu importe. Puis là, tu sais, cette semaine-là, pour une raison X, t'étais de tous les côtés, puis tu regardes ta maison, puis t'es comme shit. Et là, en 40 minutes, 1 heure, tu fais un ménage de fou furieux que normalement, ça t'aurait pris 4 heures à faire. Ouais. Ça, je trouve, c'est le meilleur exemple parce que je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de faire un ménage qui te prend 4 heures en 1 heure parce que t'es comme, ils sont là dans 1 heure, puis t'es comme, v'là! Ouais, non, c'est... Absolument. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Maintenant, tu dirais, toi qui as justement cette... parce que moi, je me considère discipliné, Roman est discipliné, mais toi, dernièrement, le niveau de discipline que tu as, c'est comme tu dis, il y a toujours plus discipliné. Moi, je me suis toujours cru discipliné. Puis je regardais les autres, je suis comme, je suis vraiment discipliné. Puis tout le monde est comme, mais discipliné. Puis là, j'ai vu découvert Denis. Et j'ai fait, shit, je suis pas assez discipliné. Est-ce que tu as quelque chose, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens? Tu sais, là, en plus, on est quand même au début de l'année. Là, les gens ont pris des résolutions il y a 3-4 semaines, les fameuses résolutions. À mon avis, elles sont déjà, regarde, c'est pas très compliqué. Le 6 janvier, il y avait la salle pleine le matin à 6h. Puis là, ce matin, j'y étais, puis c'était tiers plein, là. Les résolutions sont finies, là. C'est bon, le 21 jours est passé. Ouais. Et justement, comment tu dirais aux gens qui veulent prendre ce changement, qui veulent prendre cette décision, comment toi, tu as fait pour garder cette discipline de trail, d'entrepreneuriat, d'immobilier? Tu sais, c'est quand même fou, là. Je me souviens, moi, tu cours proche de chez moi parce que je suis sur le bord de l'eau à la salle. Puis moi, j'allais faire mes lectures là à 6 h du matin, tu sais, en été, là. Je fais ma marche, puis j'allais lire là à 6 h du matin. Puis lui, à 5 h du matin, il m'envoie une vidéo. Il est comme, ouais, je passe par là, puis je me réveille environ à 5h30. Puis là, tu vois, je reçois sa vidéo, puis là, je lui écris, ouais, ben moi, Denis, je suis là dans comme 1 heure pour lire. Puis lui, OK, je repasserai là dans 1 heure. C'est ça. Puis j'étais comme, non, mais attends, c'est parce que je suis pas en train de lui dire ça à 9 h du matin, là. Il me texte à 5, puis je lui réponds, moi, je suis là dans 1 heure. 1 heure, c'est 6 h du matin, je vais avoir marché jusqu'à là pour lire. Lui, il est déjà passé en courant, puis il vient de je sais pas où. Tu sais, je suis comme, what the fuck, c'est quoi qui se passe? C'est un truc de fou. En fait, c'est que j'ai une grosse résilience, puis il y a des choses que tu contrôles, il y a des choses que tu contrôles pas. OK? La météo, tu peux rien. OK? Alors, les gens qui chialent parce qu'il fait froid, il neige, il pleut, il fait beau, franchement, moi, ça là, ça passe comme de l'eau sur un canard, comme on dit. C'est vraiment... Franchement, je m'en fous complètement, là. Mais complètement, là. Genre, toutes les gens qui se plaignent de choses qu'ils peuvent pas contrôler, je suis comme, c'est tellement du temps perdu, là. Ça, c'est la première chose. Donc, déjà, faire un tri des choses que tu contrôles et des choses que tu contrôles pas. Les choses que tu contrôles pas, tu peux rien, let it go. L'arrêter, que ce soit une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, on s'en fout. Puis la plupart du temps, tu peux faire quelque chose. C'est juste les gens, ils préfèrent se plaindre que faire quelque chose. Tu sais, si t'aimes vraiment, ça te fait tellement chier l'hiver, décolle à Cuba. Oui. Non, mais je veux dire, à ce point-là, tu vois, t'es pas un arbre, là. Tu peux bouger. C'est ça. Mais ça, c'est la première chose. Mais non, mais t'as raison qu'après, ça dépend peut-être des budgets, des trucs, etc. Mais après, effectivement, est-ce que tu peux travailler? C'est pour ça qu'il a dit Cuba. Sinon, il aurait dit Floride. Mais ça, c'est le premier truc. C'est qu'est-ce que tu peux contrôler, qu'est-ce que tu peux pas contrôler. Ce que tu peux contrôler, ça revient à ce que je disais. Est-ce que c'est une priorité, est-ce que c'est pas une priorité? Si c'est pas une priorité, bon, ben ça rentre dans la deuxième catégorie. Fais ton deuil, c'est pas une priorité. Donc, sois pas triste si t'as pas les résultats que tu veux. Si c'est une priorité, ben c'est là où embarque la discipline. Donc, moi, souvent, je me dis, je suis en mode stratégie ou en mode tragédie. En fait, quand il y a quelque chose qui arrive sur moi, est-ce que je me mets en petite boule puis je pleure ou est-ce que je suis en mode solution? Puis, toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, que ce soit en business, en couple, etc., ben en fait, ils étaient dans ce mode-là. La qualité numéro 1 de toute personne, pour moi, c'est d'être en mode solution. Pour tout ce que tu fais dans ta vie. Comme dirait Tony Robbins, be resourceful. Ouais, c'est ça. Moi, depuis que j'ai entendu ça, là, je me pose toujours cette question. Des fois, je suis dans une... Ça peut être mon évier qui coule pour aucune raison, là. J'ouvre mon évier, puis je suis comme, on vient de le changer, pourquoi ça coule? Puis là, tout d'un coup, je vais me dire, be resourceful. Be resourceful. Comme tu vois, je vais juste dire, be resourceful. Comme, be resourceful. Puis si tu arrives à un point où tu peux pas être resourceful parce que tu peux rien y faire, it is what it is. Tu vois? Et un autre truc que j'aime beaucoup faire maintenant aussi par rapport à ça, c'est je fais attention de ne plus dire j'ai pas le temps.
Ben non, parce que c'est une Je question de dis, priorité. j'ai Maintenant, les pas- gens, ils le savent, Sam. C'est bon, c'est pas fini. J'ai l'avoir. pas pris le temps. J'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps. Tu vas m'entendre, par exemple, Denis, tu me dis, ah Sam, est-ce que tu as fait ça? Je vais dire, j'ai pas pris le temps. Ah non, je faisais d'autres choses, j'ai pas pris le temps de faire C'était ça. pas une priorité. Puis, ouais, la réalité, tu peux pas avoir du temps, c'est une illusion. C'est pas quelque chose que tu peux posséder, c'est pas quelque chose que tu Non. peux contrôler. Le temps passe. Ouais, c'est ça. Tu prends davantage de priorité, le temps passe, tu le veux ou pas. J'ai vu un calendrier super intéressant. C'est genre 80 ans de vie, mais c'est en semaine. Tu as comme. Ça je s'appelle sais pas combien de Memento semaines. Mori. Ouais. Moi, je l'ai chez nous. Là, Ouais, à chaque je l'ai. semaine, tu fais un X et tu vois En combien fait, de tu fais un semaines il X, te reste à vivre. tu coches une case noire. C'est un peu morbide. génial. Ok, il faut comprendre, c'est vraiment pour les gens À la qui... nuit, ça veut pas qu'on le prenne. Pour les gens qui... Ben, Moi, en je fait, trouve ça c'est cool. le stoïcisme. C'est que chaque jour compte. En fait, c'est Memento Mori, c'est rappelle-toi que tu vas mourir. Puis, en fait, il faut être conscient de ça. C'est pas genre Je une vais m'en illusion. acheter un. On va mourir à some point, right? Mais en sachant ça, ben, il faut que chaque semaine compte. Donc, ouais, effectivement, j'ai ça chez nous. Mais après, soit tu prends comme un blessing, stratégie, tragédie, c'est soit tu prends comme ça va te déprimer parce que tu vas te dire, ah, OK, il me reste juste tant de temps, ou alors tu te dis, ben, chaque semaine, c'est un blessing. Mais moi, je pense que je vais m'en acheter un, honnêtement. Avec quel objectif tu as ce calendrier? En fait, c'est que Pas mourir. chaque semaine, je fais une petite case noire pour réaliser que cette semaine-là, je la récupérerai pas. Et est-ce que je l'ai vécu à fond? Genre, est-ce que j'ai une satisfaction est-ce que j'ai l'impression d'avoir avancé, grandi, aimé, que j'ai redonné? Si ça n'a pas été le cas, parce que ça arrive que tu as des semaines que ça n'a pas été le cas. Ben, en fait, non, ben, c'est comme, je suis conscient. Ben, soit, il y en a certains, ils mettent d'autres couleurs, ils vont mettre du vert au lieu du noir, etc. Puis, OK, mais là, tu te réajustes la semaine d'après, là. Mais le bien. calendrier, il est intense, là, Roman. Comme, c'est un gros calendrier, puis tu mets un X, puis tu vois les semaines qui te restent à vivre, là. Fait que c'est comme, théoriquement, par exemple, si tu as 30 ans, puis tu en achètes un de 50 ans, ben, chaque fois que tu fais X une semaine, tu sais que tu te rapproches de plus en plus de tes 80 ans, là. Ben, C'est comme... C'est la base du stoïcisme. Puis, Moi, j'adore ce truc. je vais juste faire un petit point sur la conférence du 4, 5, 6 avril à Montréal. En plus, à Montréal, donc c'est place centrale, Yes. super facile. Learn-earn.events. Et Absolument. tu sais, c'est un truc que je Et dis dans tu la vas être conférence. là. Ouais, que je dis dans la conférence immobilier. Puis j'aime bien prendre des exemples d'entreprises. Puis je sais pas si tu te rappelles quand je l'avais expliqué. Tu te rappelles, c'est quoi l'histoire de Airbnb? Ouais. Tu l'as expliqué. C'est intense, c'est incroyable. Ben, je vais le dire comme ça, mais c'est un petit punch avant d'aller sur le learn-earn.events. 4, Puis 5, 6 Denis avril. va être là. Je vais être 4, là. 5, 6 avril, Denis Puis va je être vais là. pas vous parler juste d'immobilier, je vais vous parler d'un paquet d'affaires. d'immobilier, de mindset. C'est c'est un invité spécial qu'on a invité au dernier événement, qu'on invite à celui-là et qu'on va inviter au prochain parce que Honnêtement, premièrement... moi, ça fait 9 ans que Là. je suis dans ce domaine, puis son speech m'a impacté. Ouais, Donc, ouais, là. Si vous commencez, vous êtes déjà dans l'industrie, soyez là, parce que même si quelqu'un après 9 ans puisse dire que Denis l'a impacté, soyez là. Ouais, Mais puis à la fin de la journée, on est pitch. tous des spécialistes. Non, mais on est tous des spécialistes qui s'entourent de d'autres spécialistes. So, nous, on a une spécialité. Par exemple, moi, j'adore la crypto. Et puis, ben, Denis, il adore l'immobilier. Donc, honnêtement, moi, j'ai adoré. Mais j'ai de la crypto aussi, tu sais, ça n'empêche pas l'un ou Absolument, l'autre, etc. absolument. Puis des fois, c'est ce que moi, le seul fois où toutes les fois où j'ai fait énormément d'argent, c'est parce que j'ai appliqué des ça va être pour le prochain podcast. J'ai appliqué des Prochain connaissances croisées, donc des connaissances que j'avais en technologie que j'ai appliquées en immobilier, des connaissances que j'avais en immobilier que j'ai appliquées en crypto, des connaissances que j'avais en whatever, là. C'est comme ça que t'as un En edge. sport que j'ai appliqué en immobilier, etc. Puis c'est comme ça que t'as un edge, c'est quand tu fais du cross-reference. Ça te donne un gros edge, ouais. Mais l'histoire de Airbnb, Oui, vas-y, pour mais, ceux qui... mais font après, on pas finit tout le là-dessus. punch. Oh, non, mais bon, je vais le dire, mais c'est pas grave, il y a tellement de punch, OK? Airbnb, dans le fond, comment ils se sont lancés? Il faut comprendre que c'était des étudiants vraiment cassés, là, genre pas d'argent, rien du tout, etc. Puis ils n'arrivaient pas même à payer leur mois de loyer. Ils vivaient en colocation. Alors imagine, là, c'est même pas un 3,5 comme au Québec, on a l'habitude de vivre tout seul dans un 4,5. Là. Ils vivaient à 4 ou 5 dans un logement, OK? Puis là, ils pouvaient pas payer leur mois de loyer, ils allaient se faire évincer. Puis là, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une solution. Au début, ils avaient une compagnie, puis c'est des gars de Californie, ils veulent faire des compagnies, etc. Et on va dire, on va faire une compagnie où les gens, en fait, on va louer notre sofa, on va louer une chambre, on va louer des trucs, etc. Puis, tu sais, il faut comprendre qu'à l'époque, là, c'était un petit peu disruptive, là, d'aller chez quelqu'un pour dormir. Ouais. C'est comme, maintenant, ça paraît comme normal, mais c'était vraiment pas normal avant, OK? Ouais. C'est vraiment pas normal.
Puis la compagnie, elle marchait pas vraiment. Ils n'arrivaient pas à lever des capitaux. Ils avaient leurs problèmes de loyer, etc. Puis là, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une solution. Stratégie ou tragédie. T'sais, soit tu es en tragédie, tu dors en petite boule, puis tu annules ta compagnie, puis tu vas travailler chez McDo. Ouais. Ou alors, tu es en mode stratégie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté des boîtes de céréales. OK? Puis vous allez regarder, au pire, taper ça sur Internet, Airbnb céréales. Puis c'était les élections de Obama contre Kane, je pense. Puis ils avaient fait une boîte de céréales Obama, les Obama Hose, puis une boîte de céréales Kane. Mais en fait, la seule chose qu'ils faisaient, là, c'était une boîte de carton, puis ils prenaient les Cheerios, puis ils les mettaient dans le Kane, et puis ils prenaient les, je sais pas, la Krispy Kreme, et ils les mettaient dans les Obama Hose, tu vois. C'est la seule chose qu'ils faisaient. Puis ils vendaient la boîte $40. Ils en avaient 500, ils vendaient la boîte $40. Puis ils ont toutes vendu. C'était pendant les élections, méga pitch marketing, etc. Ils ont pu payer leur loyer, etc. Mais avant ça, ils avaient essayé de lever du capital, puis ça marchait pas. Puis il y avait Paul Graham, je ne sais pas si vous connaissez Paul Graham, c'est le président de Sequoia, qui a dit, en fait, je crois pas du tout à votre modèle d'affaires. Je pense pas qu'un jour, il y a des gens qui vont loger chez des inconnus. Mais si vous arrivez à convaincre des gens à payer ça, vous allez convaincre des étrangers à vivre ensemble. Donc, il a investi 585 000 $, et puis c'est comme ça que s'est démarré Airbnb, parce qu'ils ont réussi à vendre des boîtes de céréales qu'ils achetaient 4 $, 40 $, puis ils se sont dit, si tu es capable de faire ça, c'est que tu es en mode stratégie sous stéroïdes, c'est que tu seras capable de créer une entreprise multimillionnaire. Donc, soyez en mode stratégie. Morale de l'histoire, soyez en mode stratégie. Puis on pourrait continuer à parler encore beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a un point qu'il veut rajouter, mais de toute façon, est-ce que quelqu'un voulait finir sur un point à ajouter pour finir cet épisode avant qu'on passe au prochain épisode ensemble où là, on va aller plus côté... J'ai juste taclé le truc que les gens vont dire, là, quand on va dire « Ah ouais, mais attends, Denis, t'as dit 4, 5, 6 avril. Le 4, c'est un vendredi. Ah, mais je peux pas! Je travaille le vendredi! » Puis là, si tu réécoutes le truc, priorité, nanana. Puis la réalité, aujourd'hui, c'est que si t'es pas capable, en plus, c'est quand même dans 2-3 mois, là, si t'es pas capable de poser un vendredi pour aller à une conférence crypto-monnaie, mindset, investissement qui va changer ta vie, c'est qu'au final, changer ta vie, c'est pas une priorité. Ouf. Puis j'aimerais dire que Denis, là, pour ce qu'il est en train de vous partager, on lui a pas dit, on lui donne rien pour partager ça. Denis, il a été à l'événement. Denis a vécu l'événement et la raison qu'il vous le partage, c'est parce qu'il sait la force de l'événement qui s'en vient à Montréal le 4, 5, 6. That's it. Sur ceci, on se voit la semaine prochaine, sur le prochain épisode. Où on va parler de crypto et immobilier, encore une fois, avec Mr. Denis Gallico. Yes. Let's Let's go. go. Hey, yes!